Vous regardez toujours France 24 et vous faites bien. Bienvenue dans le débat. Nous sommes désormais 6 mois après les attaques terroristes du Hamas qui ont fait plus de 1200 morts en Israël. Depuis, vous le savez, la guerre fait rage. On en parle quotidiennement sur nos antennes. On compte plus de 33 000 morts côté palestinien. 133 otages enlevés le 7 octobre seraient eux encore détenus à Gaza. Alors, pourquoi la guerre dure-t-elle? Quel avenir pour Gaza? Benyamin Netanyahou va-t-il étendre le conflit? Quel serait son intérêt? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Je vous présente mes invités. Je commence par vous, Claire Duhamel. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes notre correspondante en Israël et vous couvrez depuis 6 mois cette guerre pour nous. Bienvenue également à vous, Jean-Paul Paloméros. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant également suprême allié de la transformation de l'OTAN. Vous allez notamment pouvoir nous éclairer sur l'aspect militaire. Et puis, nous sommes également en ligne avec David Rigoulet-Rose. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous connaissez bien sûr bien la région et ses acteurs. Ce week-end, Israël a donc annoncé le retrait partiel de ses troupes du sud de la bande de Gaza en vue d'une prochaine opération à Rafah. Benyamin Netanyahou a donné des détails, on va l'écouter. Cette guerre est une réussite. Sur les 24 bataillons du Hamas, nous en avons éliminé 19, dont des hauts commandants. Nous avons tué, blessé ou capturé de nombreux terroristes du Hamas. Nous avons nettoyé l'hôpital de Shifa et de nombreux autres quartiers généraux des terroristes. Nous avons détruit des usines fabriquant des missiles, des armes, des munitions. Et nous continuons de détruire des souterrains. Nous ne sommes qu'à un pas de la victoire. Mais le prix que l'on a payé est douloureux et déchirant. Aujourd'hui, j'ai reçu un rapport détaillé sur les pourparlers du Caire. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire exige l'entrée dans Rafah et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera, il y a une date. Jean-Paul Paloméros, la première question est donc pour vous sur le plan militaire. On l'a entendu, Benyamin Netanyahou assure que la victoire n'est désormais qu'à un pas. Quel est votre sentiment quand on sait qu'Israël avait érigé en objectif prioritaire l'éradication du Hamas? On en est encore loin? Ce me semble, il est évident que Benyamin Netanyahou a tout intérêt à afficher ce discours victorieux, parce que de toute façon, il sait qu'il ne peut pas rester éternellement dans la bande de Gaza. C'est pas sa stratégie. Les forces d'occupation, ça marche pas vraiment bien. Et puis, d'un autre côté, on verra vraiment avec le temps, et même dans le court terme, si vraiment ils ont annihilé les capacités militaires du Hamas d'une manière très significative, ou si on voit le Hamas un peu rejaillir de ses cendres. Il est clair qu'aussi, deuxième élément, M. Netanyahou est très attaché à cette opération à Rafah. Les Américains le sont beaucoup moins bien, c'est un euphémisme, ainsi que les autres pays, mais c'est surtout les Américains qui comptent en l'occurrence. Donc M. Netanyahou essaye de pousser sa chance, entre guillemets, en disant ce n'est pas un retrait, on se retire pour mieux préparer la prochaine, et la prochaine, ça sera à Rafah. Mais évidemment, dans l'environnement qui a été décrit ou qui sera décrit par votre correspondante, on voit qu'une véritable opération militaire de grande intensité à Rafah serait pour le moins inacceptable pour la communauté internationale. Claire Duhamel, je reviens vers vous. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. On le disait, cette pause, c'est donc pour mieux relancer une offensive. Que sait-on exactement à cette heure, Claire ? Bonsoir. Oui, c'est en tout cas ce que disent les officiels israéliens, puisque le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dit qu'il y avait désormais une date pour cette invasion terrestre de Rafah, mais sans révéler cette date. Et puis selon plusieurs médias internationaux, les Israéliens auraient acheté 40 000 tentes pour préparer l'évacuation des habitants de Rafah. On le sait, ça fait des mois que les Israéliens disaient qu'ils feraient cette opération à Rafah coûte que coûte, malgré le fait que les Américains ne souhaitent pas
les soutenir dans cette entreprise. Ça fait également des mois que Benyamin Netanyahou dit qu'il y a un plan d'évacuation des civils, même s'il n'en a jamais dévoilé les contours, et que dans les faits, eh bien, cela semble impossible puisque ce sont 1,5 million de Palestiniens qui sont en ce moment à Rafah, principalement une population déplacée qui a dû fuir à de nombreuses reprises. Et après 6 mois de guerre, bien sûr, les civils sont exténués. Dans ce contexte-là, on comprend bien que si cette opération terrestre à Rafah advient, eh bien, cela signifie encore plus de catastrophes humanitaires pour les Palestiniens. David Rigoulet-Rose, Israël se sait bien sûr sous étroite surveillance de la communauté internationale et notamment des États-Unis qui ont laissé passer à l'ONU une résolution, on le sait, demandant un cessez-le-feu. Pour autant, cela change-t-il quelque chose aux yeux de Benyamin Netanyahou? Benyamin Netanyahou est dans une logique jusqu'au boutiste, mais en même temps, il ne peut pas faire l'économie de la prise en compte de certaines demandes américaines, parce que les Américains sont le soutien diplomatique de l'ensemble de l'ONU, militaire avec les transferts d'armes et économique avec l'aide économique apportée à l'État hébreu. Donc de toute façon, le problème de Benyamin Netanyahou, c'est qu'il est un peu piégé, il est lié avec, dans sa coalition avec les milices d'extrême droite. Qui font tout pour faire obstruction à une perspective de sortie de crise, voire d'ailleurs à la finalisation d'un accord. D'ailleurs, l'annonce du retrait justement de la 98e division qui était engagée depuis plusieurs mois a fait l'objet de critiques de la part de certains ultras de son bord. Et donc on voit bien qu'il y a une certaine confusion qui règne parce qu'il est tenu effectivement à prendre en compte des impératifs qui sont contradictoires. Claire Duhamel, quel est l'intérêt aujourd'hui d'Israël de poursuivre la guerre, ou plutôt, on pourrait poser la question, plutôt celui de Benyamin Netanyahou? Quel est votre sentiment? Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a une pression très forte sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale. On l'observe depuis des semaines déjà, les manifestations se multiplient. La semaine dernière, par exemple, c'était devant la Knesset, le Parlement israélien, et c'est certain que Benyamin Netanyahou et son gouvernement jouent sa survie dans cette guerre à Gaza. L'objectif de Benyamin Netanyahou a été dit de façon très claire depuis le début. L'objectif, c'est de vaincre totalement le Hamas. Or, eh bien, une partie de la population israélienne considère que cet objectif est vain, qu'il est impossible de défaire militairement totalement le Hamas et que eh bien, cet objectif prend le dessus sur l'autre objectif de guerre qui est de libérer les otages. Il y a une colère de plus en plus forte en Israël puisqu'après 6 mois de guerre, il reste encore 129 otages dans la bande de Gaza, certains en vie, d'autres vraisemblablement morts. Et eh bien, les Israéliens considèrent que Benyamin Netanyahou cherche avant tout à jouer sa survie politique dans cette guerre à Gaza au détriment de la vie de ces otages israéliens. Jean-Paul Paloméros, il y a une semaine, on en a beaucoup parlé, un bâtiment consulaire iranien a été bombardé, des frappes attribuées à Israël. Si Israël est bien responsable, pourquoi selon vous une telle frappe? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme une façon pour le Premier ministre israélien d'étendre le conflit et donc de rester aux manettes? Le Premier ministre israélien, il n'est pas le seul, estime que l'Iran est derrière cette attaque du Hamas et que l'Iran essaye quelque part, par l'intermédiaire de ses proxys, le terme maintenant est très, très usité, par les intermédiaires de ses proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas ou que ce soit ces forces qui sont en Syrie maintenant depuis bien longtemps, de faire pression sur Israël. Donc je crois que la stratégie d'Israël est assez simple. Il frappe avant de subir. Et ils mettent la pression sur l'Iran, qui n'a pas finalement beaucoup de marge de réponse. L'Iran n'a pas, à mes yeux, intérêt à répondre directement à Israël. Donc on est dans une guerre, là aussi, par proxy interposé. Il est fort à penser que cette guerre va continuer incontestablement, qu'il va y avoir peut-être une recrudescence des attaques contre le Hezbollah, parce que le Hezbollah est quand même le levier principal de l'Iran dans cette région, et puis que Israël va devoir continuer à maintenir une pression, en tout cas, sur Gaza, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, il y a une partition qui est faite de Gaza, il y a des mesures conservatoires qui sont prises, la construction d'un nouveau port militaire, donc sans envahir Gaza et sans être une force d'invasion, c'est quand même une force qui va rester en place et qui va tâcher de garder des points d'appui pour intervenir au besoin.
Alors justement, sur cette question des proxys de l'Iran, on pense bien sûr au Hezbollah. David Rigoulet-Rose, Hassan Nasrallah s'est exprimé une nouvelle fois. Aujourd'hui, ton menaçant, mais pas de grande annonce, comme depuis le début de la guerre finalement ? Non, mais il faut se méfier, même si le discours n'est pas ostensiblement martial. Il s'est passé quelque chose de très important avec le bombardement, la frappe sur l'annexe consulaire à Damas. Parce que d'abord, pour deux raisons. D'abord, c'était un bâtiment iranien, en fait. Donc, d'une certaine manière, Nasrallah considère que c'est l'Iran qui a été touché directement. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque ceux qui étaient l'objet des frappes, c'était essentiellement les proxys, justement. Et puis, deuxièmement, c'est les personnes qui ont été éliminées. C'est-à-dire, c'est les membres du top 3 de la force Al-Quds, qui est le bras armé des gardiens de la Révolution dans la région, notamment qui coordonne ce qu'on appelle l'axe de la dite résistance à Israël. Et il se trouve que c'est le numéro 2, et celui qui était en charge à la fois du Liban et de la Syrie, et puis son adjoint en Syrie, mais le premier étant le plus haut gradé éliminé depuis la mort de Soleimani en janvier 2020 par les Américains. Et donc les Iraniens ne pourront pas rester les bras croisés. La vraie question, c'est où est-ce qu'ils vont mettre le curseur ? Parce que de toute façon, comme l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes les Américains justement récemment, il y aura une réponse significative. Et du point de vue du Hezbollah, elle sera inéluctable. Donc le vrai problème, c'est ça, c'est la logique d'engrenage, alors même que jusqu'à présent, tous les acteurs ont fait en sorte justement d'éviter de se laisser entraîner dans ce type de possibilités. Frappe en Syrie, frappe au Liban. Donc, Claire, vous qui êtes sur place, alors on vient de perdre la connexion avec Claire Duhamel. Jean-Paul Palomero, est-ce que, selon vous, il y a un scénario qui se dessine plus qu'un autre? Un embrasement de la région est-il possible dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, selon vous? On parle de ce risque depuis 6 mois maintenant. Disons que, encore une fois, la politique intérieure israélienne prend sans doute le pas sur toute autre considération. Et ça a été expliqué. C'est à craindre si on reste dans la logique actuelle, si rien ne change en Israël, c'est pas impossible, parce que on voit bien qu'il y a une envie très très forte dans le gouvernement et au niveau militaire de vraiment s'en prendre au Hezbollah d'une manière plus dur que c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire de mener vraiment une guerre contre le Hezbollah. En Syrie, on voit bien qu'Israël ne passera rien, et ça a été parfaitement expliqué. Est-ce que c'est pour amener l'Iran à la faute? Peut-être, parce qu'il se passe des choses en Iran. Évidemment, on pense au programme nucléaire, qui est un peu oublié, mais qui est toujours là, et qui poursuit malheureusement sa route. Et puis, Israël, je crois, n'a pas accepté que ces opérations à Gaza soient la seule riposte par rapport à ce qu'Israël a vécu le 7 octobre. Et il veut élargir, à mon avis, sa sphère de sécurité par rapport à ces menaces. Claire, je reviens vers vous. On a parlé de ces frappes au Liban, ces frappes en Syrie. Est-ce que là où vous êtes, sur place, la population s'inquiète que le conflit s'embrase? Quel est le sentiment des gens autour de vous? Écoutez, ici je suis à Damascus Gate, c'est la place la plus palestinienne de Jérusalem, et les Palestiniens nous disent qu'ils n'ont pas cette crainte, puisque pour eux cela pourrait même être une plutôt bonne nouvelle, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certains d'entre eux. Par contre, les Israéliens sont bien plus inquiets depuis cette frappe, vous l'évoquiez, qui a touché une annexe consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie. L'armée israélienne est en alerte face au risque d'une riposte iranienne de grande ampleur. Ce serait la première fois que l'Iran frappe directement Israël sans passer par ses proxys, même si encore les menaces sont régulières depuis 6 mois, et ce n'est pas évident, ce n'est pas certain que cette frappe de rétaliation pourrait toucher directement le territoire israélien. En tout cas, l'armée israélienne a récupéré des réservistes, c'est-à-dire leur a annulé quelques permissions, est en alerte maximale. On peut aussi lire ce retrait des troupes de Khan Younes avec cette grille de lecture, puisque désormais il y a également la menace iranienne qui est plus forte que jamais. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'un scénario, selon vous, se dessine où il faut encore attendre la façon dont Israël va gérer notamment cette future opération à Rafah?
l'avenir de Gaza en tout cas. Oui, mais effectivement, comme le disait le général Paloméros, on ne peut pas exclure que on va dire la lecture stratégique du post-7 octobre ne se limitera pas à Gaza. En réalité, on voit bien la pression qui est faite aujourd'hui au Liban. Au début janvier, d'ailleurs, Yoav Gallant avait dit qu'on est proche du retournement de sablier. C'est-à-dire que soit il y avait une solution diplomatique pour résoudre la question de la présence du Hezbollah au niveau justement de la frontière, soit ça se ferait par la voie militaire. Et il y a plusieurs divisions qui s'entraînent de manière très très active à la frontière. Il y a 3 divisions aujourd'hui et il n'est pas exclu. D'ailleurs, Lisa, l'ambassadrice justement américaine au Liban, Lisa Johnson, aurait prévenu l'ancien président Michel Aoun qu'il y aurait vraisemblablement un conflit d'ici l'été. Donc il y a une préoccupation très très élevée par rapport au front nord, et on voit bien que c'est pas que le front nord, puisque en fait c'est un arc de cercle qui est sur toute la région, et il y a une logique effectivement systémique qui est en train de se développer, et personne ne sait comment ça peut évoluer. Jean-Paul Paloméros, une réaction peut-être à ce que vient de dire David Rigoulet-Rose? Alors non, je converge totalement avec lui. C'est une analyse objective des intérêts israéliens tels qu'ils sont perçus, et je crois que les Israéliens ne sont pas au bout de leur rétorsion, et puis surtout, ils en tirent des conséquences stratégiques. Je répète ce que j'ai dit, mais sur leur sphère de sécurité. Ils veulent repousser les limites, et jusqu'à puis où il faut pas... jusqu'à où? Ça, c'est la bonne question. Parce que, évidemment, après, là, on rentre dans la négociation possible de la fin, en tout cas, des combats à Gaza. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui au sein du gouvernement israélien de régler le problème sur le long terme. Il règle le problème à la petite main, c'est-à-dire par voie militaire. Bon, d'accord, ça c'est le Hamas, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Mais pour l'instant, en tout cas, et ce n'est pas les 40 000 tentes qui sont prévues pour Rafah qui vont régler le problème. Mais je crois que, comme je le dis depuis un certain temps, la population palestinienne n'est pas un centre de gravité pour les Israéliens. Ils sont obligés maintenant de la prendre en compte. Et ça va avoir des répercussions sur le très long terme. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas une bataille qui se termine et puis on passe à une autre. C'est toujours sous-jacent. On verra si le Hamas a encore des capacités. De toute façon, il renaîtra de ses cendres d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas éradiqué, c'est strictement impossible. Et puis, l'Iran, avec tous ses proxys, c'est quand même une sacrée tenaille pour Israël. Donc, comment Israël essaye de se libérer de cette tenaille, c'est tout l'enjeu. Claire, je reviens vers vous. On le sait, on l'a vu il y a 8 jours, les manifestations immenses dans les rues de Jérusalem reprennent, avec bien sûr une pression qui s'accentue sur Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'on sait le programme des prochains jours peut-être ? Eh bien, elles ont de nouveau repris à Tel Aviv ces manifestations. Samedi dernier, notamment, il y a eu énormément de monde sur la place Habima, qui est là où se concentrent les opposants à Benyamin Netanyahou. Désormais, il y a aussi de plus en plus de manifestations à Jérusalem devant la Knesset. C'était surtout la semaine dernière, mais eh bien, pour marquer les 6 mois de cette tragique date, le 7 octobre 2023, ils étaient très nombreux à se réunir devant le Parlement israélien, et on observe comme une convergence, c'est-à-dire que ces manifestants, ils manifestent contre Netanyahou pour certains depuis 1 an et demi, depuis le début de la réforme de la justice qui était voulue par Benyamin Netanyahou. Et au début de la guerre, on voyait que le jeu politique avait totalement changé, qu'il était désormais question de la vie des otages. Or, dès à présent, eh bien, les manifestants, de nouveau, demandent la démission du gouvernement, la démission de Benyamin Netanyahou, la tenue de nouvelles élections, alors qu'au début de la guerre, on disait qu'il fallait se concentrer sur l'objectif de guerre. Désormais, cette unité se fissure et montre bien sûr la grande fracture de la société israélienne qui aussi menace le gouvernement. Merci beaucoup Claire pour tous ces éléments. C'est déjà la fin de ce débat. Je remercie également mes 2 autres invités, Jean-Paul Paloméros et David Rigoulet-Rose. Merci d'avoir été là sur France 24. On se retrouve, nous, très vite. L'info continue.